Ainsi, nous disposons environ d'un quart d'heure de temps pour poser des questions à l'une ou l'autre des trois orateurs de ce matin. Et puis ensuite, il y aura une pause. Voilà, il n'y a pas de micro circulant pour porter la parole, alors je prierai les intervenants de s'identifier et puis de poser leurs questions. C'est toujours la première question qui est tragique. Jean-Marie? Non, tu veux toi. Une question d'abord à André Gaudin. Ah, parlez dans le micro, lequel? Oui. Vous avez vraiment bien mis en valeur ce tournant dans la vie d'Erasme et le moment où il y a un programme autour de la Philosophia Christi qui se met en place. J'ai une question. Est-ce que dans ces correspondances ou ces paraphrases, il met clairement en parallèle l'idée de restaurer la parole du Christ parce qu'on veut expurger les textes de toutes les scories médiévales, etc., avec la même nécessaire restauration de l'Église, de ce qui serait cérémonie superstitieuse, cérémonie extérieure? Est-ce que dans des lettres, ce parallèle est établi? Autrement dit, est-ce que vraiment on voit le projet scripturaire être conduit, articulé au projet de réforme de l'Église? Oui, mais déjà, dans la paraclésis, oui, qui est une exhortation quasiment guerrière, dans le début, il parle le combat, il cite l'absence, tout ça, c'est un peu pédant à nos yeux. Mais il dit bien qu'il a trois ennemis, il les rapporte bien. Il y a la théologie scolastique, les moines, il ne les oublie pas, parce que les moines, ils avaient un rôle important pour dégommer, si je veux dire, c'est mon expression, pour dégommer le Nouveau Testament dans la prédication. Avec la prédication, à ce moment-là, la chair sacrée, c'était la tribune, par où on faisait passer beaucoup de choses. Bon, il y a aussi déjà certains cicéroniens. Vous voyez? Oui. Et donc, il montre bien à quel point, par exemple dans la paraclésis, il souligne bien, quand il parle, c'est une renaissance, penscentia. C'est-à-dire, le mot c'est tiré de Saint-Jean. La valeur, c'est ce que je veux dire, parce qu'il y a un thème antidialectique général, parce que la contradiction est thème antidialectique, et en même temps, il reconnaît la valeur de cette sagesse antique, je connais bien. D'ailleurs, pensez au magnifique Convivium Religioso. Mais la Philosophia Christi, qui est vraiment le cœur de l'enseignement du Christ, mais qui est présente dans les évangiles, dans les écrits, elle prend tous les aspects de la vie. Et vous pouvez suivre, pas tellement dans la correspondance, mais dans beaucoup d'écrits, dans certains colloques, dans la Querella Pacis, tout ça, montre que tout ça informe en profondeur, finalement, son travail. De même que cette espèce d'intuition, il faut être prudent. Et moi, je sais que mon travers, beaucoup d'amis me l'ont souvent reproché, j'ai eu tendance dans mes travaux à psychologiser, vous voyez, quelquefois. J'ai fait un essai de psychohistoire. Pourtant, je vous assure qu'il était sérieux. Bref. Mais, donc, je me méfie. De même, la mystique légère, je trouve que la mystique va trop loin. Beaucoup trop loin. C'est l'expérience même des races. Ça, on n'en sait rien. Mais on n'en saura jamais rien. Mais, ce que je constate, c'est que son vocabulaire, je veux dire, on parlait des transformations. C'est très intéressant. J'ai regardé, j'ai eu curiosité de regarder dans les annotations
Vous savez qu'on a un instrument de travail, on a 10 volumes, avec, si on en aura un 11e, il ne sera pas moins intéressant, mais il est dit Reforma Mini. Eh bien, le mot n'est pas conforme, dit-il, au grec. Et ça tombe bien parce que c'est l'équivalent, traduction latine, c'est transforma Mini. Transfigurer. Et on voit que là on le prend au vif. Hein, sur un petit détail de rien du tout, ce pinaillage, j'allais dire, de traduction, montre où sont ces véritables enjeux pour lui, où est le cœur de son travail. Et je pense que c'est cette conversion qui, chez lui, est, on peut dire que c'est insécable, est arrivée à l'écriture par les pères. Et par les pères, ça a d'abord été Jérôme. Ça me gêne beaucoup. J'ai fait un travail Erasme lecteur de Jérôme. D'ailleurs, je signale en passant, c'est une anomalie dans nos études. On a eu un Erasme Augustin pionnier, notre regretté Charles Bénet. J'ai fait de mon vieux avec Origène, avec une bonne critique de De Jong d'ailleurs. Je pourrais vous en parler autrement. Non, pas maintenant. Hein? Pas maintenant. Comment? Pas maintenant. Comment? Pas maintenant. Oui. Et bref, on n'a pas de Jérôme. On a des travaux importants, comme ça, et d'autres comme ça, anglais en particulier. Et là, je crois que... Mais qui pourrait le faire? Il faudrait quelqu'un. Moi, j'ai pensé quelqu'un comme Pierre Lardet. Il faudrait quelqu'un qui soit un agrégé de lettres, comme était Schumacher, mais en même temps un bon théologien. Il faudrait passer à une autre question, je crois. Hein? Oui, il faudrait passer à une autre question après. Oui, voilà. Excusez-moi, je suis en train de refaire une conférence. Égal. Oui. Une question pour Sylvain Zdanaki. Plusieurs questions. Parle fort. La première question, c'est à propos du... Vous avez dit, on sait beaucoup de choses sur les 5 éditions monumentales, le prix, le tirage, etc. Est-ce qu'on a autant d'informations sur les 19 autres petites éditions en termes de prix, de tirage? Et la deuxième question que je voudrais poser tient à la dédicace à Léon X. En fait, Léon X apparaît à l'époque comme le pape qui va guérir le monde. On joue sur Médicis, médecin. Bon, il y a cette idée développée notamment par les humanistes italiens, et les catalogues récents des expositions sur Léon X l'ont montré, qu'il y a une rénovation du monde qui s'opérait avec le pape. Dans quelle mesure Érasme souscrit-il à ça? Est-il informé de ce programme en quelque sorte politique pontifical? Ou est-ce que finalement le pape récupère en quelque sorte le Novum Instrumentum pour en quelque sorte illustrer cette rénovation du monde? Voilà, c'est les deux questions. Oui. Alors, la première question, les informations sur les petites éditions. Il y a une différence entre les éditions de Froben qui ne sont pas nombreuses, non, le numéro est plus bas. Sur ces éditions, nous savons, c'est-à-dire nous saurons beaucoup parce que une jeune chercheuse est en train de publier chez Brill une œuvre très large avec un catalogue des éditions de Froben pendant la vie de Froben jusqu'à sa mort, c'est-à-dire jusqu'à 27. Et très détaillé. Elle a étudié non pas seulement un grand nombre d'éditions différentes, mais aussi les notes marginales, les notes manuscrites et comme ça. Alors, en ce cas-là, je pense que et aussi une nouvelle biographie de Froben au commencement. À ce moment-là, je pense qu'elle a trouvé, elle s'appelle Sebastiani, Valentina Sebastiani. Et je pense que ce qu'on sait maintenant, ça se trouve, on peut savoir aujourd'hui, parce qu'elle a fait aussi des recherches dans l'archive de Bâle, dans les archives de Bâle. Alors je pense
pense que ce qu'on sait à présent, elle a étudié systématiquement les recueils de lettres comme ça, du cercle, de l'encercle autour d'Erasme et de Froben. Il y a cette correspondance, Amerbach-correspondance, hein, vraiment une source précieuse. Hein. Je pense qu'elle a analysé tout ça et je pense qu'on sera beaucoup sur les éditions de Froben. Mais les autres, tant que je sais, ne sont pas étudiés systématiquement. Hein? Parce que, par exemple, sur ces Kratander, on n'essaie pas beaucoup. Hein? J'espère que Madame Sebastiani aura le courage, mais aussi les possibilités matérielles, d'écrire ce livre Renaissance best-seller sur la typographie dans la région du Rhin. Ça, ce serait de Bâle à Strasbourg, comme ça, ce serait son thème. Mais comme vous savez, les chercheurs ont une période de vie très difficile. C'est la première question. La seconde question, rénovation du monde. Je pense qu'au commencement, Erasme a écrit des lettres qui n'étaient pas adressées à Léon X, où il est. Oui, l'élection de Léon X a créé beaucoup d'espoir. Parce qu'il était jeune, parce que c'était une élection spontanée, c'est-à-dire spontanée. On n'avait pas de soupçons de Simonie, qu'on avait, non pas soupçons, mais on avait les documents, dans le cas de Jules II. Non, on avait les documents. Les envoyés du duc de Mantoue écrivent combien on a payé, n'est-ce pas, pour un vote du cardinal comme ça. Alors, c'est que là, on avait l'impression qu'on avait une élection, on n'avait pas l'impression, on avait la sûreté, qu'on avait une élection sur la base de l'apostolicité, disons, du candidat. Et il était aussi pas touché par des soupçons de non-corruption, mais de vice, non, qui pouvaient être pardonnables dans un cardinal jeune, parce qu'il était dans ses 30. Hein, alors, on fermait un œil sur certains péchés, disons. Dans ce cas-là, on était sûr que ça, c'était pas ça. Et c'était cultivé, ça venait de la famille Médicis, etc. Je pense qu'au commencement, Erasme a partagé ses espoirs. Et c'était encore plus grand, enfin, contact, son approbation, son enthousiasme, disons, plus authentique en tant qu'il y avait les précédents de Jules II. Hein, n'est-ce pas? Les comparaisons entre les deux étaient vraiment un encouragement pour l'espoir, pour la confiance. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu une parabole, une biographie pontificale dans 517-18. Léon X a appuyé concrètement une expédition de sa famille, de membres de sa famille, pour récupérer le duché de Urbino et y mettre un candidat favorable aux Médicis, enfin, le candidat de Médicis, enfin. Erasme a vu ça. Il y a une lettre très dure qu'il écrit à quelqu'un en Allemagne, mais excusez-moi si je ne me souviens pas, mais il donne un jugement coupant, vraiment très, très dur dans les conflits du pape. Mais quand même, c'était le pape. Alors, c'est évident, parce qu'il pensait d'abord de dédier le texte à Bahram, l'évêque. Et puis il l'a dédié aux deux. Alors, les mettre ensemble, n'est-ce pas? Mais il me semble tout à fait. En ce moment, il comprend qu'il a quelque chose d'important dans les mains. Et alors, qui peut-il être choisi pour une dédication, sinon le pape? Alors, il y a cette sensibilité pour la politique, pour les événements de la politique, de la vie militaire, et comme ça, qui ont certainement influencé le jugement final sur Léon X. Oui.
Hubert Fournier. En fait, j'ai une question un peu complémentaire à la première question de M. Le Gall. Et c'est une question à la fin de l'exposé de M. Amalou et à l'exposé de Mme Zweidel. Et l'image qui est projetée, en fait, pendant une occasion, c'est la question du format et du lectorat. Et je crois que tous les deux, vous avez évoqué la question du lectorat en disant effectivement des grands formats pour les savants, les petits formats pour le tout venant, les idiots, entre guillemets, etc., les simples, etc. Dans le cas de Bâle, que je connais un peu, et Froben et Gengenbach m'en donnent l'occasion, je crois il y aurait d'autres éléments à prendre en compte, et il y en a un qui est criant en voyant ça, c'est la question du marché qui est visée dans ces livres-là. C'est clair qu'une des spécialités de Bâle, c'est les petits infolios destinés au marché international. Et Froben est le grand pourvoyeur de ces infolios, et on en a un très bel exemple. Par contre, Gengenbach, Krapenberg et d'autres imprimeurs bâlois, surtout dans les années 1520, visent un autre marché, un marché certainement plus local, régional. Et du coup, les petits formats sont privilégiés. Donc je pense que en termes de format, il faut raisonner en termes de lectorat, selon toute vraisemblance, mais dans le cas bâlois, en particulier dans les années 1520, il faut aussi raisonner en matière de marché visé, quoi, hein. Donc, le lectorat ne s'envisage pas que du point de vue sociologique en termes de format. Je vous en prie. Non, monsieur, peut-être dans la suite de la question qui est posée, je vais demander à Sylvana ce qu'elle pense de cette... Non, une question. Les premières éditions du texte grec seul, est-ce qu'on a des repères chronologiques pour dire c'est 15... Parce que j'ai eu entre les mains un livre qui est un testamentum grec, qui est répertorié, Bernard qui sait tout. Moi j'ai cru que j'avais trouvé le truc du siècle, mais c'est pas ça du tout. C'est en 1541, c'est qu'il cumule, il prend du grec de l'Alcala et du grec d'Erasme. Pour faire une espèce de composé. Mais comment, sur des colonnes? Non, c'est le texte grec seul. Si, mais sur des comment ils prennent les Grecs Non, c'est une fusion. les mangent. Fusion de leçons. Ça, vous voyez, je ne savais rien de ça. C'est 1541. C'est intéressant. Mais, C'est intéressant. Mais surtout, c'est la question. Il a eu une discussion. Gerbel l'a quitté. Gerbel qui était. Oui, il était contraire. Gerbel voulait qu'on fasse une traduction du grec seul. Et Erasme était contre. Ce qui est d'ailleurs un argument qui sert beaucoup à De Jong pour dire, vous voyez bien, qu'Erasme, c'est pas de la critique. C'est-à-dire, De Jong, qui est très savant, hein, vraiment, grand bonhomme, De Jong montre bien qu'il tripotait, hein, il lui arrive de faire, il avait des audaces un petit peu, pour un exégète maintenant, d'abord, il a fait une rétroversion, hein, d'après la Vulgate, du dernier verset de l'Apocalypse, parce qu'il n'y avait pas de manuscrit grec à ce moment-là à sa disposition. Il se trouve d'ailleurs, paraît-il, que c'est quand même assez proche qu'on a retrouvé après. Enfin bref. Mais aussi en même temps, à l'intérieur, il tripotait de temps en temps. Parce que ce qui a été présenté comme copie d'imprimerie, texte grec, c'est un texte composite. Plein de fautes. On voit mal comment Erasme aurait pu faire de la critique textuelle, hein, alors qu'il était pris par sa traduction, par son Saint-Jérôme, et puis surtout, le moment n'était pas venu. Moi, dans ma tête, il faudrait que je fasse une rétractation dans ma thèse, justement, tributaire de cette, de cette doxa. J'avais tendance à dire, comme disait mon ami Pierre Hadot, qui est un grand exégète contemporain, il disait, oui, c'est une magnifique traduction, tout ça, mais elle est là pour accompagner le texte grec, qui est le premier. Là, à partir de là, beaucoup d'interprétations. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut faire très attention. Et là, l'article de De Jong me paraît fondamental.
je reviens à la question. Hein? La question des traductions grecques. Oui, non, je pense surtout le lectorat, n'est-ce pas? Le centre de votre question était le problème, le lecteur. Hein? Oui. Dans quelle mesure nous sommes à même de connaître le lecteur? Est-ce votre question est-elle ou non? Si, pour nuancer la corrélation par trop systématique du format et du lectorat et du sociologie du lectorat. Oui. Les médiévistes disent la même chose systématiquement. Des petits formats, c'est pour les gens simples, les grands formats, c'est pour les savants. Là, visiblement, à l'évidence, connaissant le marché bâlois et la spécificité des imprimeurs bâlois, c'est clair qu'on destine ces grands formats, le volume de gauche par exemple, au marché international, le marché local et le marché régional se contentant des petits formats, en sachant que tous les imprimeurs bâlois ne sont pas actifs sur tous les marchés, en particulier Froben est actif sur les deux marchés. Beaucoup de ses concurrents n'ont pas de visée internationale et n'ont pas d'Infolio à leur actif. Oui, une comparaison, ce sera un peu plus tard les Étienne qui s'attacheront à couvrir tout le marché en publiant eux-mêmes les différents formats pratiquement à la même année, depuis le In Octavo jusqu'au Infolio de la même édition. Alors, il y a des régions, il faut faire des différences, parce que, par exemple, en Italie, je n'ai trouvé un seul exemplaire du Nouveau Testament érasmien, en toutes les bibliothèques d'Italie. Ah bon? Non. Pourquoi? Parce qu'il était dans l'index des livres défendus. Et ça, c'est ma surprise lorsque le grand expert de bibliothèque française a dit qu'il n'a pas trouvé d'exemplaires des œuvres d'Erasme censurées, avec trace des censures. En Italie, alors, je n'ai pas trouvé un seul exemplaire du Nouveau Testament. J'ai trouvé les œuvres d'Erasme dans quelques bibliothèques, mais censurées. Ok? Il y a dans les enfers des couvents, hein, dans le armoire fermée, il y a opus prohibitum, hein, io la licenza, Saint Office. Les autres doivent faire attention, n'est-ce pas? Ou on trouve coupé, noirci avec l'encre, et comme ça. Alors, il faut exclure certaines régions d'Europe. Ce qui arriva en Italie, et le livre arrivait, c'est disparu, il faut exclure ça. Alors, restant la France et l'Allemagne, la région Germania, ok? La Mitteleurope. Naturellement, on est tenté de chercher les noms et l'histoire, parce que plusieurs fois, il y a plusieurs noms de propriétaires, n'est-ce pas? Mais j'ai l'impression que les grandes œuvres ne sont pas limitées à des couvents ou des institutions, mais qu'il y a des collectionnistes, des amateurs privés, mais ils doivent disposer d'argent, parce qu'on parle de 8 florins du Rhin, qui était un chiffre vraiment remarquable, n'est-ce pas? En 1516. Si les documents de Madame Sébastiani a collectionné ces documents, oui, l'édition de 16. L'édition de 16 ne faut pas vendue complètement. De 2000 exemplaires, on avait encore, je pense, 1200. Après 1 an ou 2 ans, on avait encore la plus grande part de cette édition, à cause peut-être, parce que peut-être la voix n'était pas circulée comme ça. Excusez-moi, je cite maintenant, j'ai lu le texte de Madame Sébastiani, mais je ne l'ai pas présente exactement. Mais je me souviens exactement ces choses, que la première édition fut vendue avec retard, et seulement on parle. Et on commençait avec la deuxième. Alors, je pense, moi-même, je ne suis pas
prête pour répondre à cette question. J'espère vraiment que dans une recherche, vous pouvez faire seulement ça sur des régions, n'est-ce pas? Par exemple, Bâle, ou par exemple à Zurich, hein, ou à une autre ville où l'on peut faire une recherche pareille parce qu'on a la collaboration de bibliothécaires. C'est Munich. Qui a acheté? Ce sont les textes que je connais viennent généralement des moines. Ce sont des moines qui écrivent le nom de l'abbé, de leur propre, qui ont acheté ou reçu en cadeau, et qui écrivent leurs commentaires, qui sont quelquefois très longs. C'est une bonne question. Je pense que c'est une recherche pour le futur, oui. Si ces recherches ont un futur, ce qui n'est pas certain. André Gaudin veut le mot de la fin. Oui, ah oui, je voudrais, parce que cette question du lectorat, passionnante. Passionnant, parce que le fait d'une diffusion de quelqu'un qui possède le Nouveau Testament, qu'est-ce que ça nous dit? D'abord, qui il est? On a des indications que vous avez fournies sur les ex-libris, très intéressantes. Mais qui nous dit que ce n'est pas un décor? Autrement dit, on touche là du doigt, permettrait d'être un peu sceptique, sur l'intérêt, mais aussi les limites du quantitatif. D'autre part, j'ai une petite indication sur le lectorat presque de base. Erasmus Sketz était le banquier d'Erasme, sur lequel j'ai travaillé naguère, un bonhomme, les affaires, hein, financier. Et bien, il dit, ah mais quand est-ce que tu vas continuer à faire des commentaires sur les psaumes? Parce que j'aime bien, moi, quand je suis en voyage, dans un petit format, d'avoir... Donc il y avait là, en dehors des moines, en dehors des théologiens patentés, il y avait dans ce public cultivé, on va dire, qu'on dirait maintenant, eh bien, peut-être un appétit, une demande. Mais comment mesurer ça? Il y en avait un, son banquier. Bon. Moi, je connais un, au moins.